Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 98 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Martine de Grenade Coaching. Avant de plonger dans notre interview du jour, si vous souhaitez créer la vie pro au service de votre vie perso, je vous propose d'avancer dès maintenant avec moi sur cette voie, que ce soit par du coaching ou un bilan de compétences. Je viens d'ouvrir de nouveaux créneaux pour des rendez-vous découvertes de 30 minutes offertes. Je vous laisse suivre le lien Calendly que je mets dans le descriptif de ce podcast. C'est aussi simple que cela. À très bientôt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martine, coach relationnelle passionnée au parcours aussi riche que multiple. Entre ses débuts en psychologie, sa carrière dans l'informatique et son retour à ses premières amours, l'accompagnement humain, Martine incarne à merveille ce qu'on appelle une multipotentielle. Avec elle, on a parlé d'un sujet qui nous touche particulièrement, l'enfer d'avoir un sujet de prédilection. Faut-il absolument trouver sa passion unique? Peut-on au contraire s'épanouir en cultivant plusieurs centres d'intérêt? Comment jongler entre curiosité insatiable, contrainte de temps, d'énergie et parfois le regard des autres qui nous trouvent trop? Martine nous livre un échange sans filtre sur ses multiples passions, de la musique à l'écriture, en passant par la cuisine, le coaching ou la spiritualité, et sur la manière dont elle trouve aujourd'hui son équilibre. Elle nous parle aussi de ses clés pour rester alignée, nourrir sa curiosité, éviter l'éparpillement et accepter d'être pleinement soi. Si vous êtes déjà demandé, suis-je obligée de me définir par un seul métier ou comment vivre toutes mes passions sans m'épuiser, eh bien cet épisode est fait pour vous. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Martine. Bonjour Catherine. Comment vas-tu? Écoute, je vais super bien, même si c'est un lundi matin que je suis pas très matinale. Ça va, je me suis levée, j'ai fait mon matcha, tout va bien. Comme on le disait en off, on s'est déjà dit bonjour, mais oui, pour lancer l'enregistrement, je refais cette petite intro. Donc, Martine, avant qu'on se lance dans ce sujet qui nous intéresse vraiment toutes les deux, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Alors c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je suis coach relationnel, comme toutes les personnes qui font des choses un peu holistiques ou un petit peu dans tous les sens, entre guillemets. C'est difficile de me présenter, c'est toujours difficile de me présenter. Moi, je suis une passionnée de psychologie. Je suis une vraie passionnée de ce sujet-là. J'ai commencé avec des études de psychologie et puis bah, la vie et les finances ont fait que bah, il a fallu que j'arrête mes études et que je reprenne bah, un travail et que je fasse des études en parallèle d'un travail. Donc j'ai fait de l'informatique, j'ai fait un BTS en informatique, puis ensuite bah, j'ai continué dans les métiers de l'informatique pendant un très long moment, jusqu'à gravir les échelons, jusqu'à progresser. Et puis à un moment donné, tout ça n'avait plus de sens. Donc il a fallu que je revienne à ce que j'aimais faire. En parallèle, pardon, de cette activité, je faisais du coaching déjà, et du coup j'ai décidé d'en faire mon métier à temps plein. Donc aujourd'hui, je suis donc coach relationnel, je m'adresse à des individus, je m'adresse à des couples et puis aussi je m'adresse à des entreprises puisque depuis 2019, je suis certifiée EMCC. Donc je peux accompagner aussi des entreprises et du coup m'adresser à des problématiques relationnelles au sein de l'entreprise. Relation dans le sens de relation avec tout et n'importe quoi, du tangible comme de l'intangible. C'est-à-dire la relation qu'on peut avoir avec son travail par exemple, avec sa motivation ou avec la vision de l'entreprise par exemple. Voilà. C'est c'est hyper varié et Ouais. ça va nous voilà, ça nous amène dans le sujet du jour. Mais j'ai une petite question de transition. Quand on te dit tu fais quoi dans la vie? Ouais. Ça challenge, ça t'as envie de répondre quoi en fait? Je trouve que cette question, elle est extrêmement socialement normée. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, ce qu'on veut savoir, c'est déjà quelle est ta position sociale. Qu'est-ce que tu fais en fait? Quelle est la valeur de ce que tu fais? Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent? Est-ce que ce que tu fais est important? Et puis à la limite, peut-être que est-ce que ce que tu fais peut être intéressant pour moi? À la limite. Mais la plupart du temps, quand on pose cette question de qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben moi j'ai toujours envie de répondre que ben, je mange, je danse, je dors. Voilà, j'aime pas du tout cette question que je
trouve extrêmement socialement normée. C'est difficile pour moi d'y répondre. Parce que je fais tellement de choses dans la vie. C'est très compliqué. Entre je joue du ukulélé, de la flûte traversière, j'écris des livres, je fais du coaching, je fais de la rando, je me passionne pour le cinéma, je fais des mandalas. Enfin, je veux dire, ma vie, elle est faite d'une diversité tellement large que dire que ce que je fais dans la vie, c'est toujours la question un petit peu piège de... j'ai envie de demander souvent aux gens, mais pourquoi tu me demandes? Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est important pour toi de savoir? Oui, oui. Moi, en fait, en intro de mes podcasts, j'aime bien j'aime bien poser cette question-là parce que euh, j'aime bien voir comment la personne s'identifie, se positionne à un certain moment, sachant que la plupart de mes podcasts parlent de parcours de reconversion, parlent de voilà. Et là, on est vraiment sur un sujet très très précis et on touche du doigt un point important que, à mon avis, tu peux voir avec tes clients, mais que je vois moi avec mes clients, surtout en bilan de compétences, c'est euh, comment est-ce qu'on va trouver notre sujet de prédilection et en faire son boulot ou en faire autre chose. Mais voilà, c'est vraiment, comme tu disais, en fait, c'est toi qui as trouvé le titre de ce podcast, c'est l'enfer d'avoir un sujet de prédilection. Ouais, exactement. Je pense que c'est hyper dur en fait. Je pense que les gens qui passent au travers de ce truc de il faut trouver sa spécialité, il faut trouver son sujet de prédilection, je pense que c'est une étape hyper dure. Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans passion, qui vivent toute leur vie sans avoir de sujet de prédilection. Il y a des gens qui passent d'un sujet à un autre tout le temps et c'est très bien. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un qui m'expliquait un petit peu le parcours de Steve Jobs. Il m'expliquait qu'il n'a pas toujours gagné de l'argent en fait avec Apple, que ce qu'il a fait en fait avant c'était de faire une espèce de chemin de traverse et c'est lui qui en fait est à l'origine de Pixar, l'élément qui a été racheté par D'accord. Disney. C'est comme ça qu'il a gagné beaucoup d'argent, c'est parce qu'il a fondé Pixar en fait. Et avant qu'il y ait un grand succès en fait de Pixar avec Toy Story, etc. Et que du coup, en fait, c'était une espèce de voie de garage qu'il a pris, c'est-à-dire c'est un truc qui n'était pas sa spécialité, qui n'était pas son domaine à lui, et pourtant il s'est quand même lancé dedans, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que on est obligé de suivre un petit peu avec opportunisme ce que la vie nous présente, et parfois on est obligé de se disperser, donc avoir un sujet de prédilection, je trouve ça incroyablement difficile. Et puis ensuite, ça veut aussi dire d'avoir qu'une seule passion ou qu'un seul métier toute sa vie, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus possible non plus, je sais pas si tu le vois avec tes clients, toi, mais c'est vraiment cette notion de est-ce que c'est possible d'avoir réellement qu'un seul métier toute sa vie? Je trouve ça très compliqué. Même un médecin qui ne se diversifie pas, qui ne décide pas un jour d'introduire dans son activité quelque chose de nouveau, même un avocat, même genre de choses, je pense qu'il s'ennuierait terriblement en fait. Ah oui, 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 oui. Je le vois en fait avec mes clients. On a une étape en fait dans le bilan où on passe vraiment à l'investigation professionnelle et là, tu dois choisir. Allez, je dis 10 idées de métier, max. Mais il y a des personnes qui sont capables de m'en mettre 20. Et là, je fais vraiment attention à l'énergie de la personne parce qu'elles n'ont pas 15 vies pour explorer tout. Mais je dis, bah, au final, vous avez le droit de continuer à explorer plusieurs idées en parallèle. L'essentiel, c'est votre énergie. Il y aura par où commencer quand on en sera au plan d'action. Et surtout, en fait, on peut être ce qu'on appelait dans les années 90 slasher. Voilà, c'est je suis ça et ça et ça, parce qu'on a le droit, parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans la case que la société veut nous imposer. Et c'est et puis ça donne plus. Enfin, pour moi, il y a le petit côté, je suis un peu en marge et je le vis bien. Mhm, mhm. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est pas qu'une question d'être en marge. Je pense que c'est aussi une question de, on n'y peut rien, on a besoin d'une certaine forme de diversité. Si aujourd'hui, en termes relationnels amoureux, le polyamour, il a autant de succès, c'est parce que justement, il y a ce besoin de diversité qui n'est pas exploité au niveau professionnel et qui a besoin de se reporter sur la vie personnelle. Alors que si on le faisait au niveau professionnel, on n'en aurait pas forcément besoin au niveau personnel. Moi, je suis une personne exclusive dans mes relations. Et je travaille avec des gens qui sont polyamoureux aussi, etc. Mais moi, je suis une personne exclusive parce que dans ma vie professionnelle, je suis une polyamoureuse de mes activités. Il y a une vraie côté où j'ai besoin d'avoir plusieurs activités. Ça va me nourrir suffisamment, ça va remplir suffisamment de choses en fait pour moi au niveau de la diversité pour que j'ai pas besoin de diversité dans ma relation. Et oui, oui, et se cantonner à une seule passion, enfin nous obliger à ne garder qu'une seule passion, eh bien c'est alors oui, on va dire dans la vie choisir, c'est mourir un peu, c'est mais
quand il y a autant de choses qui nous appellent, Mhm. je pense qu'il faut écouter aussi. Et après, c'est une histoire de peut-être de temps matériellement. Moi, je suis très 100%. physique. Je suis très physique quantique. Le temps, l'espace, allez hop, on peut s'ancrer. Euh, je reviens à cette idée d'énergie. euh, Parce que voilà, parce que je suis passée par un burn-out et que je pense que j'ai fait une sorte de feu d'artifice et une perte de sens. Mais à un moment, écouter aussi son énergie, faire attention OK, tu peux vivre de tes passions, tu peux vivre tout ça en parallèle. Vois comment c'est pour toi. Ah, je suis assez d'accord qu'il faut pas que ça te dévore. Je pense qu'il Mm. y a un côté où effectivement l'envie de faire plein de choses, c'est aussi la contrainte de bah oui, mais du coup il faut avoir du temps et puis faut avoir l'énergie et puis il faut avoir le mental aussi de savoir switcher d'une activité à l'autre, etc. Moi, c'est un peu ce côté où tout est interpénétré. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand je joue de la musique, je suis en train de penser à mon travail. Quand je suis en train de travailler, je suis en train de penser à tout un ensemble de relations et de choses qui sont interconnectées et interdépendantes les unes des autres. Donc ça me dérange pas tellement en termes de switch, c'est pas très difficile. En termes d'énergie, j'applique aussi une espèce de règle et qui est celle du OK, bah, de toute manière, j'ai envie de faire 12 milliards de choses, mais de toute manière, je ne peux pas parce que je ne me démultiplie pas. Je n'ai pas encore le don d'ubiquité, j'aimerais beaucoup. Ouais. Et donc du coup, non, je vais me concentrer sur l'activité qui m'apporte le plus de joie. Vraiment, dans ce que je dois faire, je vais prendre celle qui va m'apporter le plus de joie dans un premier temps. Et puis la troisième, c'est que effectivement, combien de temps j'ai? Combien de temps j'ai? Parce que quand j'ai besoin d'écrire, bah, il me faut des périodes de concentration qui sont continues entre 3 et 7 heures d'affilée, c'est la seule activité pour laquelle j'arrive à rester bloquée sur une activité aussi longtemps. Mais quand j'écris, j'ai besoin de ces plages qui sont un peu longues. Quand je dois écrire, avoir moins de 3 heures, c'est très compliqué pour moi. Ça fait partie de ces choses ça m'oblige à choisir en fait en fonction de la contrainte de temps. Donc je suis 100% d'accord sur le fait que on est obligé de faire avec ces contraintes et que le choix, c'est pas une question de mourir en soi, mais c'est une question de faut être pragmatique quoi. De toute manière, on reste des humains, on n'est pas encore au niveau de déité qu'on aimerait, même si Voilà. on pense qu'on crée avec son esprit des tas de choses et tout. On est Dieu. Je sais que beaucoup de trucs dans la vibe New Wave, tu sais, où on te sort le truc de oui, mais bon, avec ton esprit, tu vas manifester tout ce que tu veux, etc. Je suis vraiment en mode de oui, mais il y a quand même la limite, on reste des êtres humains, il faut qu'on dorme. Je dors pas beaucoup, j'avoue. Mais voilà. Mais j'ai la chance, et je dis ça de façon sans jugement, à des gens qui choisissent de la parentalité, mais d'être pas parent. Moi, j'ai du temps, j'ai beaucoup de temps, j'ai des chats, je suis parent de chats, mais c'est tout ce que j'ai quoi, en termes de responsabilité parentale, ce qui me donne beaucoup de temps pour faire beaucoup d'activités. Ah oui, non, c'est sûr que être parent, déjà, c'est un métier à temps plein. À Et 100%, donc bon, 100%. donc oui, oui, ça rajoute une casquette à notre humain que nous sommes. Ah, mais moi, je Donc suis admirative des gens qui sont parents et qui sont entrepreneurs. Enfin, les gens comme toi, enfin, je suis en mode genre, waouh, comment faites-vous? mes enfants sont grands, voilà, je triche. Ils savent faire leur petit-déj tout seuls. Voilà, tout à fait. Ah non, non, ouais, il y a quand même des envies de petit-déj. Mais c'est vrai que pour les personnes, alors j'avoue que là, être parent, comme je dis, en fait, entre mon grand qui a 25 ans et ma fille que je vois épisodiquement quand je suis à la maison, Mhm, mais il y a par exemple une casquette aussi dans ma vie qui est aidante, qui mhm, prend beaucoup de place. Donc, tu vois, on a le professionnel, on a le personnel, et pour moi, aidant, il y a des personnes en fait qui ont pas le choix d'être aidants. mhm, Ça mhm, leur tombe dessus parce que ils sont fils uniques, parce que c'est leur conjoint qui a un problème. Moi, en mhm, fait, j'ai la chance d'être OK dans une famille. On est beaucoup. OK, j'ai pris ce rôle-là pour ma maman. J'ai endossé ce rôle-là pour ma nièce. Mais en mhm, fait, je suis dans le choix et c'est aussi une passion. Voilà, je me suis rendu compte que par rapport à mon ikigai, prendre soin, ça me donnait de l'énergie. Il y a des personnes en fait qui subissent ça. mhm, Enfin, j'ai la chance de ne pas être dans cette situation-là. mhm, Et par rapport à ça, en fait, euh, c'est comme une partie, en fait. Tu vois, tu le disais par rapport au polyamour, le fait d'avoir cette diversité dans le côté professionnel, eh bien,
tu l'exprimes plus facilement et ça te permet d'être exclusive au niveau amour, eh Mhm. bien, le fait, moi de mon côté, d'avoir les danses qui est venu enrichir ma vie, ça s'est rajouté comme une corde à mon arc, mais ça nourrit mon humain également. Ouais, je comprends. Je suis désolée pour le bruit autour. Je sais pas si tu l'entends. Je n'entends rien Moi, du ça tout. me perturbe énormément parce que je suis dans le scope autistique et du coup, moi, les sons, je les entends fois 10 000. Donc, forcément, là, il y a des travaux, donc c'est l'enfer. Du coup, je suis désolée s'il y a du son sur le sujet. Tout va bien. J'aime beaucoup ce fait que tu expliques le fait que tu y trouves de l'énergie dans le fait de donner aux autres. Effectivement, moi, si j'ai choisi le métier de coach, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était le seul métier dans lequel j'étais où quand je finissais ma journée, je me sentais pas complètement lessivée. Même si les gens pouvaient me raconter des choses horribles, hein, vraiment, Mm. j'ai eu le droit d'entendre des choses assez difficiles et intenses. Mais c'était vraiment la chose avec laquelle, quand je finissais ma journée, je finissais pas en perte d'énergie. Oui, c'est ça qui est super important. Mm. Et c'est vers là où j'accompagne en fait mes clients, c'est que parfois pendant 20 ans, ils ont fait un boulot qui, à la fin de la journée, les laissait mais vraiment sur les genoux, ils rentraient, ils se traînaient. Et là, le but du jeu, en fait, c'est allez-y. Le but du jeu, du bilan de compétences, c'est autre chose que de sortir avec un référentiel de compétences et de se dire, bon ben voilà, le prochain boulot que je peux faire, c'est ça. Je coche toutes les cases. Mais ça, on s'en fout en fait. Ça, ils n'ont pas besoin de moi pour faire ça. Ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est cette partie d'accompagnement où on va aller chercher ce qui redonne de l'énergie à la personne. Et quand on sait ça, mais après, on peut passer au pro. Mais tant qu'on sait pas ça, ça sert à rien. Ça Mm. sert à rien. Parce Mm. que comme tu le dis, c'est cette énergie qui va revenir, même si nos journées sont denses, même si nos journées sont chargées, même si on fait aussi de l'administratif, il faut le dire. Mais, eh bien, on a cette énergie qui revient de l'intérieur parce qu'on nourrit quelque chose en nous. Et c'est vraiment ça, en fait. Et après, on peut faire plein de choses. C'est cette fameuse notion de vocation, en fait. Cette Mm, notion mm. de se sentir vraiment à sa place et de savoir qu'on est utile et puis de savoir aussi que, bah voilà, ce qu'on fait, c'est fait pour nous. Une espèce Mm. de, comme si on se glissait dans un espèce de moule et, ah, tout d'un coup, on se sent bien. Même si on est un peu, des fois un peu coincé dedans, des fois on est en mode où, en fait, on se sent bien, on se sent confortable, comme si cette chose a été faite pour nous. Oui, 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 oui. Et tu me le disais en off, ce qui te guide aussi, c'est ta curiosité par rapport à tout ça. Et curiosité que tu disais grandissante. Et, et je le vois aussi peut-être alimenté parce qu'on l'a pas dit. Entre autres, tu animes une émission les samedis matins, voilà, Parce que j'avais pas assez d'activité. voilà, c'est vrai, ça manque. Qui s'appelle Hippie Matin. Est-ce que peux nous parler un petit peu aussi de cette curiosité qui t'appelle vers Alors, c'est le génial parce que sujet? j'ai pas que Yippie Matin, j'ai aussi Leader Instinct, qui est un podcast que j'adresse en plus aux managers, parce que ça, c'était un truc qui me tenait à cœur, parce que j'ai été manager moi-même, etc. Donc, j'avais vraiment ce côté. En fait, je crois que à chaque fois que quelque chose m'intéresse, j'ai ce côté extrêmement obsessionnel qu'on retrouve beaucoup dans le scope autistique, qui est la passion pour quelque chose de façon intense. Et on appelle ça les intérêts spécifiques. Et en fait, j'ai des intérêts spécifiques qui sont mouvants, c'est-à-dire que ça passe son temps à changer. Mais en tout cas, quand quelque chose m'intéresse, je vais creuser. Genre, à un moment donné, ça m'a pris. J'avais envie d'explorer des choses au niveau de l'astronomie. J'ai creusé. J'avais envie d'apprendre des choses au niveau de tout ce qui était les religions et la façon dont les religions s'imbriquaient. Qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Qu'est-ce qui les séparait? Où est-ce qu'on retrouvait des éléments religieux partout? Je me suis intéressée à la mythologie. Enfin, il y a un vrai truc de dès que je suis curieuse, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'apprendre. J'ai vraiment ce côté envie d'apprendre. Du coup, je connais des tas de trucs un peu dingues et j'ai des conversations des fois dans les dîners quand on me demande, mais est-ce que tu sais que il y a des animaux qui ont des empreintes digitales? Et oui, il y a les koalas qui ont des empreintes digitales comme les humains. Bref, et je connais des trucs comme ça qui sont un peu hallucinants tout le temps, qui font des anecdotes un peu dans tous les dîners. Donc c'est cool, je fais la conversation comme il faut. Ça compense beaucoup le problème que j'ai au niveau social parce que bah, j'ai dû apprendre en fait à avoir des relations sociales avec les gens. C'est quelque chose qui est difficile, qui me consomme beaucoup d'énergie. Et cette curiosité, elle est sans fin. C'est-à-dire que dès que quelqu'un me parle d'un sujet, si une personne, elle a vraiment quelque chose où je me dis, bah, ouvre ton esprit. Il n'y a que comme ça que tu vas découvrir des choses.
Et ben forcément, il y a un moment donné, je me dis, ah, tiens, j'ai envie d'essayer. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui faisait du tir, qui m'a amené faire du tir. J'ai quelqu'un qui avait envie de me faire découvrir l'Italie. J'ai découvert l'Italie. Ma tante, quand j'étais jeune, elle était passionnée d'égyptologie. Elle m'a fait découvrir énormément de choses au niveau de l'égyptologie. Tout était bon en fait pour que je m'intéresse. Je pense qu'effectivement la curiosité c'est la clé, hein, parce que je pense que on m'a souvent dit la curiosité a tué le petit chat. C'est faux, c'est faux. 100%, c'est faux, c'est génial la curiosité. On apprend plein de choses nouvelles, on s'éclate tout le temps, on a toujours des choses amusantes en plus à apprendre. Et puis quelque part, on se rend compte à quel point on est tout connecté avec tout. Tout est connecté avec tout. C'est-à-dire qu'à chaque moment où on a de la curiosité, on finit par retrouver des ressemblances avec des choses qu'on sait déjà. Oui, oui. Et tel que tu me le dis là, j'entends vraiment l'envie de nourrir ton cerveau en fait. Mm, Le cerveau est affamé régulièrement, quotidiennement. Et c'est un peu ta boussole, c'est qu'est-ce qui va nourrir mon cerveau aujourd'hui? exactement, exactement. Et par rapport toujours à notre sujet de choisir un sujet, choisir euh, une passion, choisir. Est-ce que il n'y a pas aussi ce côté, même s'il n'y a pas une pression extérieure à proprement parler, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette pression intérieure de se dire à certains moments de notre vie, euh, je dois aller vers un seul sujet, je dois me canaliser. On parle d'éparpillement là un petit peu. Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des moments où je m'éparpille tellement que je peux partir dans tous les sens et effectivement après je me dis oula, il faut que je commence quelque part. J'ai appris beaucoup à discipliner cette partie de moi. Et du coup, j'ai appris à être pragmatique dans ma journée, de faire des choix de la journée. C'est-à-dire de me dire, OK, ce sujet, j'ai envie de le faire. De toute manière, si j'ai envie de le faire, j'aurai envie de le faire demain, j'aurai envie de le faire après-demain, j'aurai envie de le faire un autre jour. Donc, si ça me passionne vraiment, ça reviendra. Ça reviendra de fait. Et donc, du coup, ça me permet d'être pragmatique et de me canaliser, de me dire, aujourd'hui, je travaille là-dessus. Mais je vis beaucoup au jour le jour. Il y a vraiment cette notion de, quand j'ai besoin de faire des choses sur le long terme, j'ai besoin de beaucoup me coincer des horaires dans mon agenda et me dire, Martine, il faut que tu te canalises sur ce truc-là, c'est absolument nécessaire. L'administratif, entre autres choses que j'aime pas du tout faire. Mais sur des choses comme préparer, par exemple, quand je travaille pour les entreprises, bah forcément, j'ai des ateliers à préparer, j'ai des choses à préparer pour les clients. Et ben du coup, il faut que je me canalise pour préparer ces choses-là. C'était difficile il y a quelques années, ça l'est plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris une espèce de discipline parce que je me suis rentrée une espèce d'addiction en fait dans le fait de ah ça c'est fait, ça c'est fait. Il y a vraiment un truc de ça me fait plaisir en fait de me dire que je boucle des tâches ou que j'enchaîne des choses. Mais effectivement, le plus difficile, ça reste de pas s'éparpiller. Mais j'accepte cet éparpillement. C'est-à-dire que si un jour vraiment il y a un sujet qui commence à me tarauder alors que je dois faire un autre sujet, j'écoute ma petite fille intérieure qui est en mode genre non, je veux faire ça, c'est absolument nécessaire. Lui dire ok, on va arriver à trouver du temps pour le faire, on va se caler du temps et je la mets un peu en pause le temps d'eux, mais je lui dis tu vois, je te vois et je sais qu'à un moment donné je vais lâcher prise et que je vais faire ce que tu me demandes parce que c'est absolument nécessaire, comme la cuisine, comme parce que j'adore cuisiner aussi, forcément. Du coup, je me suis formée sur plein de sujets au niveau de la cuisine. Puis je continue toujours d'apprendre parce que la cuisine, c'est sans fin, c'est merveilleux. C'est un sujet où on ne peut jamais s'arrêter. Il y a toujours du plaisir à la fin. Donc, c'est un peu ces sujets-là. C'est souvent de la cuisine. Ma petite fille intérieure, elle aime beaucoup la cuisine, elle aime beaucoup ces choses-là. Mais ça va être aussi certains loisirs. Ça va être certains loisirs créatifs. Il y a un vrai côté, donc oui, je vais m'attribuer du temps. Et puis des fois, je vais accepter aussi l'idée de je vais commencer ma journée là-dessus. C'est pas possible en fait, c'est ça. Elle est tellement en mode, elle a tellement besoin intérieurement de faire ce truc-là que je vais dire ok. Par contre, je me mets un timer. Et je me mets un timer en disant ok, dans 2 heures, c'est fini. On n'a pas le choix. Dans 2 heures, il faut qu'on fasse les choses qu'on a besoin de faire. Donc je me mets un timer. Et en fait, je lâche prise. Comme ça, ce timer, c'est lui qui va me rappeler à l'ordre, qui va me dire il y a un souci et là, il faut sortir un peu du cadre. Et du coup, moi-même, ça me permet de pas penser à me dire oh là là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, de me laisser vraiment libre de surfer sur ma vague d'improvisation, entre guillemets. Oui, en fait, tu te donnes des plages d'autorisation, Ouais. voilà, d'exploration. Tout à fait. Et je pense que Et, si j'avais pas fait ça, je pense que ma santé mentale en aurait pris un coup. C'est-à-dire qu'il y a un vrai, comme tu l'as dit, ce désir, cette curiosité qui est sans fin, cette faim absolue de connaissance perpétuelle. Si je la nourris pas, il y a un vrai côté où je tourne en boucle.
où je peux vraiment tourner en boucle sur les mêmes choses. Et c'est souvent le problème de l'anxiété dans le scope autistique, c'est-à-dire que si on est bloqué dans notre curiosité, il y a un vrai truc qui peut nous faire tourner en boucle vers l'anxiété. Et par rapport à ça, par rapport comme tu dis, en fait, je sors un peu du cadre, mais il y a une question qui me vient. Euh, Tu parles du spectre autistique. Euh, à quel moment, parce que là, en fait, tu te sens hyper à l'aise. Et On appelle ça c'est du bon. masking, ça marche très très bien. Moi j'ai des travaux autour, ça me terreau, genre c'est l'horreur. J'essaie d'être. En fait, je pense que ça m'a. J'ai dû apprendre à être spontanée et à être Mhm, claire et à savoir dire ce que je fais. Je suis très contente d'être en mode où c'est en caméra parce que je regarde pas les gens dans les yeux. Je peux regarder la caméra, je peux regarder mon écran, je peux regarder des tas de choses. Je peux de regarder les gens dans les yeux. Donc j'ai appris plein de choses qui sont des éléments de masking. Je parais à l'aise. Je te jure que quand je suis dans mes phases de... C'est très très dur. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend d'en sortir. D'ailleurs, je travaille avec des gens qui sont dans le scope autistique et je les aide à sortir dedans parce que moi, j'ai trouvé des clés. J'ai vraiment trouvé des mhm. clés sur comment sortir des spirales d'anxiété, des spirales mentales. Parce qu'on est très fort pour ce truc-là. Mais ouais, on dirait pas comme ça. Mais non, je suis pas 100% à l'aise dans toutes les situations. Oui, oui. Et donc, masking à fond, Ouais. franchement, parce que voilà, Ouais. comment. Et, mais ça permet en fait une connaissance de soi euh, que tu as, pardon, qui nourrit aussi peut-être ta curiosité, parce que se connaître soi-même, ça donne des atouts, ça Mm, permet aussi d'aller mm. explorer d'autres sujets, mais la connaissance de soi, il y a beaucoup de personnes en fait qui mettent leur mouchoir dessus et puis je vais aller vers l'extérieur, c'est plus safe que d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et Mm. je dévie complètement du sujet du podcast, mais c'est pas grave. Mais là, mais je Vas-y. pense qu'en fait qu'il y a énormément de personnes qui peuvent aussi avoir l'impression de se disperser ou que leurs proches disent mais attends, tu me perds là par rapport à toutes tes activités, ça va dans tous les sens, je te suis plus. Mais peut-être parce que en fait en eux il y a quelque chose qui n'a pas été écouté. Je sais pas, enfin, comment en fait, je sais pas le comment, mais c'est à quel moment dans ta vie tu as eu ce déclic qui a dit, bon, je commence par moi, je me regarde, j'avance, et en parallèle, en fait, je construirai mon univers. Peut-être que ça s'est pas passé comme ça, mais voilà. Je pense que très naturellement, quand on est dans le scope autistique, on est plus versé à l'introspection. Je pense. C'est mon opinion. Je peux me tromper sur le sujet, mais je pense que naturellement, on est plutôt introverti. Moi, je suis une introvertie. Je pense que quand on est introverti, on passe beaucoup plus de temps à s'observer intérieurement et à observer le monde de façon depuis son intérieur, parce qu'on est en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense qu'il y a aussi une espèce de perception qui est que le monde extérieur est très hostile et que du coup on reste dans un espace de sécurité dans lequel on se sent beaucoup mieux. Donc je pense pas qu'il y a un déclic on s'est dit on part de soi pour aller vers les autres. Je pense qu'on n'avait pas le choix. Je sais pas, c'est pas un espèce de. Et c'est pour ça que les gens qui sont très extravertis, je comprends que ça soit aussi difficile pour eux d'aller faire de l'introversion. Et d'ailleurs, quand je travaille avec des gens qui sont très extravertis, on y va progressivement. On y va en mode en observant les interactions avec les autres et on commence à regarder en fait d'abord les interactions, puis ensuite on regarde vraiment son monde intérieur. On regarde d'abord son interface avec les autres, puis on regarde son monde réellement intérieur. Et je pense que quand on est en mode face à des gens qui disent non, mais moi tu fais trop d'activités, parce que tu as dit un truc très intéressant, tu fais trop d'activités, je te suis pas. Bah, le Mm, problème, c'est pas la personne qui fait trop d'activités, c'est la personne qui suit pas. mm. C'est celle qui réellement a du mal, en fait, justement, à observer cette disparité. Donc, je pense que quand une personne, elle dit je te suis pas, il faut lui demander, mais pourquoi tu as besoin de me suivre? Pourquoi c'est si important pour toi de me suivre? Est-ce que tout simplement, tu peux pas me laisser être? Est-ce que tout simplement, dans ma folie, dans mon côté où je m'éparpille, tu peux pas me laisser être? Alors, si c'est vraiment très difficile, ou si tu me vois me perdre, en fait, dans mon éparpillement, genre tu me vois angoissée, ou tu me vois être en mode où ben, j'arrive pas à me fixer sur quelque chose, je comprends hein, que tu aies du mal à me suivre et que tu as envie de me cadrer, ça peut m'aider. On est d'accord. Mais si tu n'arrives pas à me suivre, mais que tu me vois épanouie et que toi, tu l'es pas, c'est toi le problème, c'est pas moi. Oui, oui, oui. Et c'est surtout dans le cas de conjoints qui peuvent, Mhm. au bout d'un moment, se dire
Je suis avec un feu d'artifice, ça part dans tous les sens. Euh, Oui, mais au lit, c'est bien ça. et j'avais le cas d'une personne que j'ai eue à mon micro là dernièrement qui disait justement qu'elle faisait énormément de choses, mais que son conjoint lui avait toujours dit, ou plutôt pas dit, mais était toujours là au rendez-vous en disant, voilà, il est support de tout ce qui vient. Mais parce que quelque part, il y gagne. C'est un vrai partenaire qui est dans la vie et qui n'y gagne pas. Enfin, c'est quelqu'un qui s'intéresse pas à la personne qu'on est et qu'on peut devenir. C'est un partenaire, il est là pour être justement en soutien de plein de choses. J'ai envie de dire, si les gens ils n'arrivent pas à suivre, c'est souvent leur problème, c'est pas le tien. C'est pas à toi de ralentir parce que t'es le TGV et que les autres c'est le TER, quoi. Moi je suis le TGV, on m'a souvent fait cette remarque et on m'a souvent dit tu vas trop vite. Mais non, c'est pas moi qui vais trop vite, c'est toi qui vas trop lentement. C'est une question de point de vue, de mon point de vue. Moi, je te vois passer vraiment brièvement dans ma vie. Si tu n'arrives pas à suivre, bah, tant pis pour toi. Je suis désolée, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin de faire plein de choses. Je vais pas m'arrêter parce que toi-même, tu es inconfortable dans le fait que moi, j'aille vite. Ça ne marche pas. Donc, ouais, je pense qu'il y a un vrai, quand on est quelqu'un qui est disparate, si on n'a pas des gens autour de soi qui nous supportent ou qui nous entourent, nous accompagnent là-dessus, nous acceptent comme on est, c'est vite casse-pied, vraiment casse-pied. Oui, ça peut être lourd. Et en plus, peut-être qu'au bout d'un moment, on traîne la personne en plus de Ouais, nos envies qu'on a envie de, 100%. de faire vivre. Euh, Mm. et, et là, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, que on parlait des passions, on parlait d'aller vers ces passions-là, de nourrir la curiosité, et qu'il y avait ce côté d'anxiété si tu n'écoutais pas cette passion qui avait envie d'arriver, cette petite fille intérieure qui disait je te Mhm. veux. Voilà. Euh, Par rapport à l'anxiété, je voudrais faire un parallèle avec ce que j'ai vécu, enfin ce que je peux vivre au quotidien, c'est-à-dire que de temps en temps, en fait, je suis dans des situations où j'ai pas la maîtrise de tout et ma façon de gérer, c'est non pas de me poser, de regarder, c'est d'agir. Quitte à me taper le mur, au moins, je suis dans l'action, je suis dans, voilà. Et tu le vis comment, toi, par rapport à ce terme d'anxiété? Ah, moi, j'adore parce que j'ai appris à décrypter les petites micro-expressions. J'ai beaucoup aimé ce côté où tu as dit je ne maîtrise pas tout avec le petit sourcil qui s'est levé. C'était très mignon. Il y avait quelque chose de très touchant derrière. Il y avait aussi ce côté de oui, c'est audacieux de ne pas tout maîtriser. Et je pense que c'est génial parce que, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ton partage en plus à cause de ça parce que je pense que si on essaie de tout maîtriser dans sa vie, on s'emmerde. Mm. Il y a un moment donné, si on se laisse pas la surprise de temps en temps de lâcher prise, on laisse pas la possibilité à la vie de nous surprendre et de nous apporter des choses un petit peu dingues. L'anxiété, elle est souvent liée au contrôle. Et cette notion de la sécurité, on la définit souvent avec une histoire de prédictibilité. C'est-à-dire que plus quelque chose est prédictible et plus on va se sentir plus ou moins en sécurité. Le problème, c'est que la vie, elle est très imprédictible et que bah, justement, on va vivre énormément de choses qui sont euh, très imprédictibles et l'anxiété, elle peut vite monter face à l'imprédictibilité. Et en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est le cerveau qui fait de la prédictibilité. Je vais m'expliquer. C'est en fait, notre cerveau, il est persuadé qu'il va se passer quelque chose de grave. Et c'est parce qu'il est prédictible, il fait de la prédictibilité sur une situation qu'en fait, il va l'avoir de façon négative. S'il avait vraiment se lâcher prise face à la vie, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le petit sourcil qui s'est levé, et ben justement, il serait beaucoup moins anxieux. Donc, ça, c'est un truc que j'ai compris, qui était cette notion de, OK, les choses sont pas prédictibles, mais il y a une chose que je peux prédire dans l'histoire, c'est comment moi je réagis, comment moi je décide de réagir, comment moi je décide de faire. Et puis, je connais mes limites personnelles, c'est-à-dire que si quelque chose ne me convient pas, je sais qu'à un moment donné, je saurai les exprimer avec assertivité et dire, non, ça me convient pas, et je vais m'en aller, et je vais pas garder cette chose-là, ou je vais pas continuer cette chose-là. Donc,
je vais me faire confiance à moi, je vais savoir que moi, je suis prédictible. Et puis, si la situation elle est imprédictible, je vais me dire que je suis capable de m'adapter. Et ce sens de l'improvisation, c'est lui qui m'a vraiment aidé beaucoup dans tout ce qui est l'anxiété. Je recommande à 100% à plein de gens qui ont du mal avec l'anxiété de tester le théâtre d'improvisation. C'est vraiment un truc incroyable parce que ça va les trigger déjà 100%, c'est des Mhm. preuves incroyables. Ça va les déclencher complètement. Et en même temps, ça va créer une habitude de savoir comment gérer et comment se mettre face à une situation d'improvisation. C'est quoi le truc prédictible, la chose sur laquelle on peut garder le minimum de contrôle et avoir le maximum de lâcher prise. Vraiment d'équilibrer les deux. Alors, on en parlait en off, le fait que tu sois totalement dans l'impro et que de mon côté, en fait, c'est quelque chose que je peux ne pas maîtriser. Et là, en fait, je me dis que mon principal outil par rapport à ça, et le fait que mon cerveau, je pense, soit pas tourné vers le négatif. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui, ouh là 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 là, mais attends, ça va se passer comme ça va être dingue, horrible. Alors que moi, en fait, je pense que le verre, il est pas à moitié vide ou à moitié plein, il déborde toujours. Et je pense que l'impro par rapport à ça, elle vient pas dans les mots, elle vient simplement dans le sourire et dans le fait d'être sûr que de toute manière, il y a du plus qui va arriver. Mm. Mm. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est parce que tu vois, tout est lié. Ma curiosité, elle fait en sorte que je pose des tas de questions aux gens. Et les gens vont me dire des tas de choses qui vont me surprendre, forcément, qui vont forcément arriver. Et du coup, j'adore écouter les gens pour ça. Il y a un vrai truc qui se met. Et mon espace de sécurité, c'est mon espace d'écoute. Donc, c'est la partie qui est prédictible. Je sais que je vais être attentive aux autres, que je vais écouter et que je vais voir beaucoup de signaux et beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça que le problème de l'autisme, c'est compliqué parce qu'on reçoit énormément de signaux simultanés. Du coup, il faut savoir faire le tri. Mais j'aime ça en one-to-one en particulier. Tu vois, genre quand j'ai une discussion avec toi, c'est passionnant parce qu'en plus, tu me partages, toi, ton expérience et ce que toi, tu vis. Et je trouve ça génial. C'est ce truc-là qui va me nourrir, en fait. C'est ma zone de sécurité à moi. Mais je sais pas ce que tu vas me dire. Je sais pas ce que tu vas m'annoncer. Je sais pas ce que tu vas me partager. Et c'est ça aussi qui est passionnant. C'est la partie, tu vois, le dosage entre les deux. Oui, oui, oui. Et, euh, et là, par rapport à ce qu'on se partage là, tu vois, ça fait partie pour nous deux d'une de nos passions, Mm. l'écoute. Ouais. Voilà. Et mais comme on le disait, c'est une de nos passions. C'est pas la totalité. Et toujours par rapport aux personnes qui nous écoutent, euh, par rapport à toutes ces passions qui cohabitent en nous, parce qu'elles ont le droit de vivre, parce qu'on est humain et que je l'entends, il y a des personnes qui sont monomaniaques. Mais Mm. dans le bon sens du terme, en fait, voilà, Mhm. toute leur vie, en fait, ça va être uniquement ça. S'ils ont envie. Je crois pas trop dans le principe du vrai monomaniaque. C'est vrai, je pense que tout nourrit tout, en fait. Je pense que la personne qui a une seule activité et ne fait qu'une seule chose en continu, elle-même, elle a créé sa propre prison. Elle est en mode où elle s'enferme dedans. Il y a ce côté de... Je pense que tout se nourrit de tout. C'est les vases communicants. Plus on a de passion, plus les passions vont se nourrir les unes les autres. Si j'avais pas la musique, j'aurais pas la musicalité quand j'écris. Si j'avais pas l'écriture, j'aurais pas la capacité de réfléchir profondément sur certains sujets que je pourrais partager avec des gens. Si j'avais pas la cuisine, j'aurais pas l'aspect recherche du plaisir absolu. Si j'avais pas l'envie de voyager tout le temps, etc., et que j'aurais pas la passion des voyages, j'aurais pas l'ouverture face à la culture qui me permettrait d'être ouverte pour mes clients. Donc je pense que tout se nourrit. Tu vois, tout tombe un peu. C'est les vases communicants et à la fin, c'est à la fin de tous ces éléments qu'on fait, il y a nous. Nous, ce réceptacle qui récupère toutes ces choses-là. Donc, je pense pas que ce soit possible d'avoir qu'une seule chose dans sa vie réellement. Je pense même pas que ce soit possible. En tout cas, moi, je connais personne. J'ai jamais rencontré personne qui n'avait qu'une seule chose dans sa vie. J'ai un exemple, mais Ouais, c'est, ouais, oui, oui, ah oui, oui, c'était quelqu'un qui tournait autour d'un musicien, ouais. euh, et qui faisait uniquement des livres autour de ça. Et ouais, non, mais tu as raison par rapport à notre sujet du jour et le fait d'avoir d'être multipassionné, Mhm, de vivre toutes nos facettes. mhm, Euh, Est-ce que toi, moi je l'ai entendu tout à l'heure,
par rapport à ces facettes-là, tu t'organises, tu crées des espaces de Oui, temps que tu chronomètres, ouais, peut-être pas tout le temps, mais simplement pour leur laisser la possibilité de vivre à 100% mhm, sans avoir à regarder la montre, ouais. parce que tu sais que quelque chose le fait à ta place. Et tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des choses en fait qui pourraient aider ceux, ceux qui nous écoutent pour s'autoriser plus? Parce Je que parfois pense on que s'autorise pas assez. Je pense que il faut apprendre vraiment, il y a une clé vraiment, il faut apprendre des fois à en avoir rien à foutre. Vraiment, d'être en mode de en avoir rien à faire je suis désolée, moi je suis une fille très vulgaire, je dis le truc comme ça. Euh, je pense qu'il faut en avoir vraiment rien à foutre de ce que les autres pensent. Et quand on a ce vrai tri, alors j'avoue, hein, quand je travaillais dans des entreprises et que j'étais salariée, mon manager il venait fou, hein, j'étais immanageable. Mais par contre, j'avais des résultats. Donc à partir du moment où j'obtenais des résultats, bah, il n'y avait plus trop à discuter sur le sujet. Mais c'était difficile parce que c'était difficile à canaliser. Et je le comprends à 100%, c'est extrêmement perturbant. Mais je pense que de temps en temps, il faut en avoir rien à foutre OK, aujourd'hui, je suis en train de rien faire. Il faut enlever cette pression mentale de se dire, oh là là, faut faire quelque chose absolument, il faut que je redise quelque chose, faut que... Ça marche pas. On a besoin aussi d'espace mental et de cet espace mental où on fait rien. Vraiment, on arrête de prendre son téléphone pour scroller indéfiniment, on arrête de regarder des séries, on arrête de absolument produire quelque chose en continu. Des fois, on peut se poser, regarder le plafond et se laisser penser. Et oui, effectivement, ce qui va sortir va parfois être difficile si on n'est pas accompagné d'un thérapeute. Ça peut être difficile, donc c'est pour ça que je dis souvent aller voir un thérapeute. C'est une bonne idée pour faire cet espace-là. Mais des fois, c'est un espace où vraiment les clients, ils viennent en mode genre, ce que j'appelle le mind wandering, c'est-à-dire le fait de, c'est le moment où l'esprit, il devient un réceptacle. Il ne devient pas un acteur, il est juste un réceptacle. Il se permet de recevoir en fait ce qui va passer au travers de soi, les émotions, les pensées, etc., les inspirations, les intuitions, les messages divins, ce qu'on veut, les énergies. Et on a besoin de ces moments de pause. Moi, si j'ai pas ces moments de pause, c'est pas possible. Je ne peux pas fonctionner parce que, comme tu l'as compris, mon cerveau il va à 200 à l'heure et il y a un truc de ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Si j'ai pas un moment où je me repose en disant stop, on s'arrête là, tu pars dans tous les sens, ça veut dire qu'en gros, là, tu as besoin de ces moments de. C'est pas une question de tu pars dans tous les sens, calme-toi, pas du tout. Il faut pas le voir comme ça. C'est pas comme l'enfant qui est fou à table et qui parle dans tous les sens et qu'on lui dit tiens-toi bien. C'est pas du tout ça. C'est vraiment ce fait de, ok, puisque tu as envie de 50 trucs, il faut bien que tu fasses des choix. Donc, il faut que tu arrives à te poser suffisamment pour que tu arrives à te lancer et à faire toutes ces choses que tu as envie de faire. Il faut que tu arrives à trouver un moyen de s'organiser. Donc, j'arrive à faire des pauses. Donc, je dirais qu'à chaque fois que vous êtes en mode, vous partez dans tous les sens, je donnerais ce conseil de arrêtez. Faites une pause. Faites une pause, faites pipi. Mettez-vous en mode contemplatif, prenez un thé, vraiment. La contemplation, elle permet vraiment de faire du tri et de l'ordre dans ses pensées. Là où, de façon éparpillée, on aurait fait quelque chose en 8 heures, quand on le fait en réfléchissant, on peut le faire en 3 heures. Et vraiment, j'ai gagné en efficience et en temps et en énergie parce que justement, j'ai fait ces moments de pause face à mon côté hyper dispersé. Et c'était pas grave. C'est-à-dire que j'acceptais cette dispersion. Je me laissais imaginer mentalement comment gérer cette dispersion plutôt que d'essayer tout de suite de me lancer avec des actions, de me dire, OK, si je l'avais déjà fait, ça serait comment? Qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais pris le raccourci? Est-ce que j'ai la flemme? Est-ce que j'ai l'énergie de le faire? Enfin, je vais me poser toutes ces questions internes qui vont se mettre, mais parce que je suis posée avec mon thé sur mon balcon, en train de regarder les petits oiseaux qui passent, quoi. Donc je dirais, ouais, la pause. La pause, c'est la clé primordiale. Puis la deuxième, c'est, faut pas hésiter à se faire aider par des gens comme toi. Tu vois, quand on est en mode, on est éparpillé et qu'on sait plus quoi faire, bah, il faut aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine pour nous aider, hein. On est tous interdépendants, hein. On fait pas tous notre électricité, on produit pas tous notre papier toilette, hein. Heureusement qu'il y a des gens qui le font à notre place. Donc il faut pas hésiter de temps en temps à aussi déléguer sa pensée. De temps en temps, laisser quelque chose déléguer notre pensée ou nous aider à réfléchir et être un élément qui va. On n'est pas obligé d'être complètement indépendant. Je pense que c'est même une espèce de tare de notre société, l'indépendance. Puisqu'on est tous interdépendants de toute manière, on est Exactement. tous en relation, hein. Voilà, Exactement. c'est, c'est quand même ton sujet de prédilection Ouais. également, et ça me permet en fait de voir quand même une chose, parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure de ton historique quand tu étais en équipe et que tu étais un manager. Mm, mm. Voilà. Et je mets
une autre chose, c'est parfois, et là on peut être aussi écouté par des personnes en reconversion qui veulent être entrepreneurs. Et ok, si notre conjoint nous suit pas, ah, ciao. Mais là, un entrepreneur, il a besoin que ses clients le suivent. Mm. Il faut pas les perdre en route. Et donc, euh, ce serait quoi tes conseils par rapport à ça? Moi, je crois pas dans le fait que tes clients, ils doivent te suivre. Comme moi, je passe mon temps à avoir des nouveaux clients tout le temps parce que ce que je fais, c'est une action qui va être relativement ponctuelle et un peu explosive et qu'en plus, j'ai envie de cette variété. J'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps. J'ai les clients du passé avec qui j'ai travaillé qui vont revenir parce que bah, ils vont avoir aussi des choses qui vont des fois se dire bah, c'est une bonne idée. J'ai bien aimé déléguer ma pensée justement à cette personne-là qui m'a aidé à réfléchir, donc ils vont revenir. Mais c'est pas forcément moi qui vais les chercher, c'est eux qui vont revenir vers moi en fonction de ce que j'aurais fait de plus qualitatif dans ma prestation. Et un peu un côté de non, moi j'aime bien diversifier mes clients. J'aime aller à la rencontre des gens. Donc, je dirais qu'à partir du moment où vous avez une activité où c'est difficile d'accrocher les clients, accrochez les clients avec ce que vous êtes tout simplement. C'est-à-dire, soyez expansif, parlez de vous. Moi qui suis une grosse introvertie, je suis sortie vers l'extraversion et j'ai dû aller à la rencontre de plein de gens. Et c'est parce que je rencontre plein de gens et que plein de gens finissent par me rencontrer qu'ils se disent, ah tiens, ça pourrait être intéressant de travailler avec elle. Parce qu'elle a une vision très différente, très inattendue. Elle a une façon de faire qui va être très différente, très inattendue et qu'on a essayé plein de choses. J'ai des clients qui sont venus me voir après 18 ans de thérapie et qui m'ont dit, waouh, en 10 séances, on a résolu 18 ans de thérapie. Et parce que, bah voilà, j'ai une autre façon de penser, j'ai une façon de voir les choses. Et je vais voir aussi les connexions entre les choses. C'est pour ça que les Mm. relations, c'est très important pour moi. Cette interconnexion, inter- euh, interdépendance de tout. Pour moi, elle est évidente, tout est relation. Donc, je dirais que les personnes qui sont un peu trop éparpillées et qui ont besoin vraiment de alpaguer leurs clients et de les garder, n'essayez pas de les garder. Avoir des clients, c'est comme l'amour, je dirais. C'est comme il faut ouvrir sa main, il faut être réceptif, il faut avoir la capacité de recevoir et la capacité qu'ils viennent à nous et puis donner le meilleur de soi-même pour leur donner envie de se poser sur nous. C'est-à-dire d'être un arbre et d'attendre que les clients, comme des oiseaux, viennent se servir à notre arbre qui a plein de choses à offrir, un abri, une prestation, quelle que soit. Enfin voilà, c'est d'être en mode réceptif et de pas fermer sa main sur les clients, de les laisser partir s'ils en ont besoin. Et eux-mêmes, ils reviendront d'eux-mêmes s'ils se sentent en sécurité dans ce qu'on a à offrir. Oui, oui, oui. En fait, j'écoutais cette métaphore avec l'arbre et je trouve ça très beau par rapport à, j'imaginais en fait le client qui fait son nid, qui pond un œuf, mais qui a même, en même temps donc le, le parent et l'œuf. Et puis Mhm. au bout d'un moment, en fait, il va reconquérir ses ailes et qui repart. La plupart des grandes marques, elles font pas de la publicité sur qui elles sont. Et souvent, on nous dit, oui, parle de ton histoire personnelle, gna, gna, gna. J'y crois pas du tout en marketing. Je pense que c'est jamais trop une bonne idée. La plupart des grandes marques, elles font pas de la publicité sur ce qu'elles sont. Elles disent de temps en temps via leurs actions qui elles sont, nanana, on aime bien faire du greenwashing quand on en a besoin, etc. Mais en général, ce qu'elles vont mettre en avant, c'est genre une offre ou un petit élément qu'ils font. En gros, voici les disponibilités qu'il y a dans mon arbre. Il y a des glands, il y a des fruits. C'est un peu ça, et c'est la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se vendre par voici ce que j'ai dans mon panier, voici ce que tu peux trouver dans mon panier, viens piocher dans mon panier. Et la plupart des gens vont de toute manière papillonner et ils vont forcément être en mode de, tiens, je vais avoir envie de piocher ça, ou ils vont se dire, ah tiens, ça c'est bien. Et juste être prêt, lorsque les gens viennent, à donner des informations sur ce qu'on fait. C'est quoi mon fruit, quelle est son origine, comment mon gland il a grandi, comment mon... Je suis désolée, il y a un double sens horrible dans ce que je viens de dire, mais comment j'ai grandi. À ce moment-là, on peut répondre aux questions, mais d'être en mode un peu, regardez, je suis telle personne, j'ai fait tel truc et tout. Je pense que c'est d'aucun intérêt. Si je raconte mon parcours à moi, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, si je dis quelle est la valeur de ce que je peux apporter et si je montre ce que j'ai apporté à des clients, si mes clients montrent ce que je leur ai apporté, alors je pense que c'est là que les clients vont plus facilement venir vers moi. Oui, oui, oui. Ça permet en fait de laisser de l'espace aussi, et puis de peut-être aussi de se laisser plus d'espace, moins de pression, Mhm. pour exister vraiment en tant que, là je sors de l'humain, mais en tant qu'entrepreneur, et de Mhm. dire ok, voilà, Tu sors de je me l'humain, connais c'est de bien, l'humain l'entrepreneur.
Oui, mais c'est une sorte de couche extérieure, voilà. Euh, c'est de ma fenêtre. Vu de ta fenêtre, moi je trouve ça très. Moi, c'est mon quotidien, entrepreneur. Je suis entrepreneur, c'est ma vie de tous les jours, hein. C'est vrai. Alors attends, j'essaye de voir ce qu'il y avait derrière. Oui, c'est le côté marketing, tu vois, qui est parfois en fait, c'est un petit peu décorrélé de qui je suis. Et donc c'est intéressant de voir, j'ouvre et je suis. Ouais, et Voilà. je pense que au niveau du marketing, je trouve que c'est horrible parce qu'aujourd'hui, on vient avec beaucoup de gens sur le marché. Moi, je me fais solliciter une fois par jour par des gens qui vendent du kebab, des frites et des sauces samouraï. Bref, c'est un peu, c'est ce que j'appelle ça, c'est-à-dire ils me vendent toujours la même chose au niveau du marketing. T'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, faut faire ci, faut faire ça, etc. On arrivait à un niveau, en fait, où la plupart des coachs qui se lancent sont coachs de coach. Il n'y a plus de sens. On sait plus vraiment ce qu'on fait, on sait plus vraiment comment accompagner l'humain. Alors que moi, j'avais envie de l'accompagner de l'humain sur n'importe quelle problématique, mais le moins possible sur du marketing. Le moins possible parce que j'ai travaillé dans le domaine du marketing, j'ai connu ce sujet-là, j'ai travaillé dans le domaine de la pub, donc je sais ce que c'est, etc. Et je sais à quel point c'est quelque chose qui est fugace, qui est changeant, qui passe son temps de changer. D'ailleurs, la plupart des gens qui se lancent dans le marketing me disent oui, mais les algorithmes, elles n'arrêtent pas de changer. Oui, elles n'arrêtent pas de changer, et pour une bonne raison, parce que justement, ils veulent pas qu'il y ait une norme qui se crée en termes de marketing. Donc, quand les gens ils viennent avec des prestations marketing, ben, elles peuvent vite être obsolètes, alors qu'accompagner l'humain, c'est pas vite obsolète. C'est toujours nécessaire, on est toujours dedans, on est toujours dans une vie où je pense qu'il y a besoin d'accompagner les personnes dans ce qu'elles font. Donc, tu vois, ce que tu fais toi aussi, c'est un truc qui restera toujours utile parce qu'on a toujours besoin de savoir qu'est-ce que c'est que sa vocation. Donc le marketing, c'est un sujet, je pense, faut pas trop rester bloqué dessus. Il faut expérimenter tout le temps. Si un truc fonctionne, on essaye pendant 3 mois, ça fonctionne, ça apporte des clients, tant mieux. Ça fonctionne pas, on passe à autre chose. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on doit passer son temps à accepter quand on est entrepreneur, on vit une vie d'expérimentation. Il n'y a pas de Oui, recette miracle. La seule recette miracle, c'est d'expérimenter. C'est vraiment oui, et à un moment donné, c'est la surprise. J'ai des clients qui, pour leur activité, se sont dit, oh là là, faut que je fasse du LinkedIn, nanana, et tout, machin, qui ont LinkedIn pendant des années, et puis un jour se sont dit, bon, écoute, ça marche pas. Ils sont allés sur des marchés, et sur les marchés, ça a fonctionné. Et les gens, ils vont sur des forums ou des groupes de gens, ils interpellent les gens en individuel et ça fonctionne. Il y a des gens, ils vont faire des publications sur Instagram et ça fonctionne. Il y a des gens, ils vont faire des réels avec des vidéos et ça fonctionne. Ça va dépendre de la personne qu'on est, ça va dépendre du public qu'on va cibler entre guillemets, mais même ça, c'est pas prédictible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais par contre, il y a un signal, c'est celui de quand on expérimente que quelque chose fonctionne, bah, on change pas une méthode qui gagne et on change une méthode qui marche pas, quoi. C'est aussi logique que ça. Moi, je passe mon temps à expérimenter. J'ai pas une façon Et en plus, c'est génial parce que du coup, ça nourrit mon envie de diversité qui c'est aime ce pas que faire j'étais en toujours la train de même chose. penser. Ça me saoule, c'est horrible. Mais du coup, ça me permet de faire des éléments. Il y a un truc que j'aime quand même, c'est faire des contenus où je partage des choses que je pense intelligentes et qui aident les gens à se développer parce que bah, il y a un côté de oui, je dois gagner ma vie, mais oui, j'ai envie que le monde il évolue, donc il faut partager des choses pour que le monde y grandisse. Et c'est pour ça que j'écris des livres parce que je me suis dit que j'allais rentrer à la portée de certaines gens, de certaines personnes. Le dernier livre que j'ai fait, Relationnel, c'est vraiment un livre qui est à la portée de tout le monde en termes de prix, mais qui, pour les gens qui ont peut-être pas forcément les moyens de faire une thérapie, ou qui ont peut-être pas envie ou ni le temps de faire une thérapie, de se dire, bah voilà, voici un outil avec lequel ils peuvent commencer déjà à s'explorer eux-mêmes, ça peut leur donner une porte d'entrée, puis après, bah, s'ils ont envie de faire de la thérapie, qu'ils le fassent, mais au moins ça leur donne une vraie base d'exploration de toutes leurs relations dans leur vie, entre leurs relations humaines, leurs relations tangibles, leurs relations avec l'intangible. Oui, oui, alors là, on est passé à ton livre, mais je voudrais y revenir tout de suite après. Mais par rapport à ce que tu viens de dire autour de la façon d'appréhender le métier de l'entrepreneuriat, je pense que les personnes qui sont multipassionnées, en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un terrain de jeu aussi, un espace de liberté de fou où on peut expérimenter plein de choses. Je pense que c'est pas impossible de l'introduire dans le milieu de l'entreprise. Je pense pas que ça soit impossible de l'introduire dans le milieu de l'entreprise, mais ça demande une ouverture d'esprit au niveau managérial qui est assez énorme.
Ça demande d'accepter de sortir des normes. Il y a que les entreprises qui ont fait ça, qui ont vraiment explosé sur le marché. Donc, on pourrait s'en inspirer. Des entreprises comme Google, par exemple, qui ont instauré un jour dans la semaine qui n'est pas dédié au travail même, mais à la recherche. Et qui est vraiment ce côté dont on développe ce qu'on veut, ce qui fait que bah, Google sort régulièrement des petits jeux de plateforme un peu rigolos, ou sort des petites applications un peu fun, à droite et à gauche, ou des choses qui méritent d'explorer parce que c'est une occasion d'expérimenter une nouvelle technologie, c'est une occasion d'expérimenter une nouvelle pratique, une nouvelle façon de faire. Et puis il y a aussi cette notion, je pense, on est très ancré dans le milieu de l'entreprise encore dans cette notion de temps, de présentéisme et de présentiel, qui je pense est une erreur incroyable. Moi, je faisais des trucs que d'autres faisaient en 8 heures, je le faisais en 3 heures. J'avais pas besoin de rester à 8 heures de présentéisme dans mon entreprise. Il y avait des choses que je faisais très bien en distanciel. Il y a beaucoup ce côté dont on s'est mis, ah oui, mais le télétravail, etc. On ne devrait pas se concentrer sur le présentéisme, on devrait se concentrer sur le résultat. Il y a des gens, ils ont besoin de 8 heures de travail, ils ont besoin de ce 8 heures de charbonnage, et il y a des gens, ils ont besoin de 3 heures de travail. Et ils vont être très efficients sur 3 heures de travail. Mais par contre, ces 3 heures de travail où leur cerveau, il va être à 300%. C'est mon cas, hein. Quand je fais certaines choses, je peux le mettre vraiment à 300%. Dans l'écriture, mon cerveau, il est complètement happé, vraiment dedans, et je vais produire assez rapidement. Mon livre, là, je l'écris en 4 mois. Donc, c'est pas mon premier livre, j'en ai plusieurs qui sont en projet en plus. Donc, vraiment, c'est un truc de. J'ai pas de problème pour produire. Quand je travaillais dans le domaine de l'avant-vente, avant, dans l'informatique, j'étais capable de produire des dossiers qui faisaient 200 pages en moins de 2 semaines. Parce que j'avais préparé tout un ensemble de choses et parce que j'étais extrêmement efficiente. Mais parce que c'était 3 heures à 200%, sans interruption, sans. J'aimais pas être interrompue, j'aimais pas que quelqu'un vienne m'interroger. Il y a des gens qui ont besoin de 8 heures avec. Je travaille 10 minutes, je fais une pause de 5 minutes, je travaille 15 minutes. Les rythmiques en entreprise, elles sont, je pense, extrêmement merdiques. Donc, je pense pas que ça soit impossible de le faire en entreprise, mais oui, dans l'entrepreneuriat, c'est la clé de la liberté, 100%. Oui, oui, oui. Et, euh, et ça me permet de revenir, puisque tu parlais de ton parcours d'auteur et de ces tunnels que tu t'accordes entre 3 à 7 heures, hein, tu disais, Ouais, d'écriture ouais. pour faire naître ces livres. Par rapport à ton dernier livre, déjà, merci aussi d'avoir demandé mon avis par rapport à la couverture. Et donc, voilà, Avec plaisir. voilà, je t'ai dit ce qui me venait vraiment. Et par rapport à ce livre-là qui parle en fait euh, de la relation, et tu disais de la relation qu'on peut avoir avec soi-même et qui peut être compliquée par rapport aux extravertis aussi. Et comment tu introduis ce livre? Tu disais ça permettait d'être un premier pas et ensuite d'aller voir un thérapeute, par exemple. Mhm. Euh, je le vois avec comment? Je suis bénévole pour les potes d'empathie et on diffuse de cours de compassion et donc c'est basé sur la communication non violente, mais surtout axé autour de l'empathie et de l'auto-empathie et la façon en fait dont on introduit les choses. On part d'abord de l'empathie, on va vers les autres parce qu'on est plus habitué à nos relations extérieures. Et Mhm. là, dans ton livre, je pense que c'est aussi beaucoup la relation qu'on a avec soi, donc l'auto-empathie. Euh, comment tu introduirais ça pour que plus de personnes soient en fait plus en lien avec soi-même? Je pense qu'on vit dans un monde est fait de beaucoup de désamour. Je pense qu'on est beaucoup dans un monde où dès qu'on fait quelque chose, on devrait se poser la question de est-ce que ça me fait du bien à mon amour-propre? Quand on est en train de regarder, de scroller des choses sur Instagram ou sur TikTok, etc., et qu'on se compare aux gens qu'on est en train de regarder, est-ce que c'est en train de nous faire du bien ou est-ce que c'est en train de nous faire nous dévaloriser? Je pense qu'on est beaucoup dans ce désamour. Est-ce que lorsque on choisit un courant politique, est-ce qu'on est dans le désamour des autres aussi? Est-ce que je pense que cette question en fait de est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est en rapport avec l'amour, c'est déjà une clé un peu fondamentale. Il n'existe qu'une seule chose qui importe vraiment dans notre vie, c'est nos relations, hein. Et en particulier nos relations humaines, hein. C'est la seule chose qui existe vraiment dans notre vie, hein. Quand on meurt, qu'est-ce qu'on emporte? Ça, c'est tout.
C'est la seule chose qu'on peut dire, hein, vraiment. Si c'est la dernière chose auquel on pense quand on va mourir, pour avoir accompagné quelques personnes vers la fin de leur vie et de la fin de leur parcours, la seule chose qu'on emporte, c'est les relations. J'ai eu un client qui était mourant et qui a voulu travailler avec moi parce qu'il avait envie d'améliorer ses relations avec sa famille avant de partir, parce que c'était le plus important. Et c'est vrai, hein, 100%. Ça m'a beaucoup touché de faire ce travail et j'ai trouvé ça génial et j'ai toujours une très belle pensée pour cette personne qui nous a quittés. Mais parce que justement, il a voulu reconstruire un pont avec ses filles et parce que c'est le plus important. Donc, si on ne s'intéresse pas à l'amour, vraiment, mais vraiment pas genre oui, il faut aimer, du coup, il faut pardonner. Non, non, aimer, c'est pas ça. Aimer, c'est autre chose. Si on se focalise pas sur qu'est-ce que c'est réellement aimer et de se poser vraiment la question dessus, je pense qu'on se perd facilement. Donc, l'empathie, je pense que c'est une extension déjà de ce terme qu'on appelle l'amour. Et il faut savoir ce qu'on met derrière le terme l'amour. Je pense que si on cherche pas réellement sur qu'est-ce qui fait que je me sens aimée, qu'est-ce qui fait que j'aime les autres, comment j'aime les autres, comment les autres ils m'aiment, si on se pose pas ces questions-là, ben on sait pas. On avance dans le monde en se disant oui, mais cette personne, elle fait quelque chose pour moi, alors forcément, il faudrait que je l'aime parce qu'elle fait quelque chose pour moi. Oui, mais t'aimes ce qu'elle te fait pour toi? Ben non. Ah, bah, donc il y a un problème, tu vois. Si tu te poses pas la question de l'amour, il y a un problème. Donc, si on veut de l'empathie envers les autres, bah, je pense qu'il faut avoir de l'empathie envers soi-même. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on veut de l'amour pour les autres, il faut avoir de l'amour pour soi et suffisamment d'amour pour soi pour se poser la question de qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime? Oui, oui, c'est vraiment, pour moi, c'est la base. Ouais. Et on l'oublie trop souvent. Mm. Et Tu vois, moi, c'est ça ça, ce que j'aime le plus chez les gens. C'est un truc, ça me fait toujours plaisir. Quand les gens, je les ai mis en mode presque en état de choc. C'est horrible hein, de dire ça, mais de les mettre dans un état, tu sais, genre, ils sont tout d'un coup, ils sont silencieux, tout d'un coup, j'ai planté une graine et ça suffit pour que leur esprit, tout d'un coup, se mette à penser. C'est magique. Là, on m'a fait un cadeau quand on fait ça. Moi, je me sens aimée quand je sens que les autres sont devenus silencieux et rentrés dans leurs pensées, quand ils m'ont abandonné, quand je ne fais presque plus partie de l'équation. Tu vois, c'est un truc dingue. Si on n'est pas en mode où on observe la façon dont on se sent aimé, on ne découvre pas que ce genre de choses, c'est hyper riche. On se dit, oh mon Dieu, mais la personne ne me regarde plus ou elle me parle plus. Mais c'est 100% bien, ça veut dire qu'elle, ça y est, elle est dans ses pensées, t'as fait ton taf. Tu peux aller vaquer à tes occupations d'une certaine manière. C'est un peu ma façon de fonctionner à moi. oui, oui. Mais là, en fait, typiquement, euh, je te vois, donc tu vois, tu étais en train de parler de, de ton livre autour des relations, et puis euh, j'entends au-delà de ça, de ta passion pour le, les relations, les interrelations, l'intra-relation, euh, et, et là, on repasse à une autre passion, l'être dans l'écoute, être dans l'accompagnement, être dans l'aide à la prise de conscience. Et voilà, tu nous partages ainsi différentes facettes, aussi simplement, aussi, j'allais dire, fluidement. Je sais pas si ça existe, de manière très fluide. Je vais le breveter. 100%, moi j'adore les néologismes. Voilà. Et donc là, voilà, j'entends une fluidité parce que tu nous parlais en fait également de l'interrelation, de l'interpénétrabilité, pénétration. Oh, j'arrête pas. Des passions entre elles et de la manière dont tu les articules. Et donc, ça, c'est devenu très fluide pour toi parce que j'entends l'acceptation. L'acceptation de ce côté, c'est pas caméléon, c'est la capacité, en fait, d'être en équilibre quel que soit le domaine de ta vie dans lequel tu évolues. Mhm. Et par rapport à ça, alors j'entends beaucoup d'introspection et d'acceptation par rapport à qui tu es aussi. Et là, je vais te demander, parce qu'on arrive vers la fin de cette interview, tu nous as déjà donné beaucoup de conseils, mais quel conseil tu donnerais vraiment à quelqu'un qui se sent trop? Hum, trop ou pas assez, c'est une question de réceptacle qu'on a en face de soi. L'eau, si on en consomme trop, ça peut devenir toxique. Nous, humains. Mais une baleine, elle s'en fout.
consommer trop d'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de si tu es trop ou pas assez, c'est juste que t'es pas à ta place. Change de place. Accepte de changer de place. Bouge. Juste bouge. Parce qu'il y aura forcément quelque part quelqu'un ou quelque chose qui va être compatible avec toi. Cette espèce, je pense que le conseil que je peux te donner, c'est d'avoir foi en un truc. Moi, j'ai foi. On est vraiment à notre place quelque part. Et c'est fait exprès qu'on soit pas totalement à notre place à d'autres endroits pour nous amener à cette place. Parce que si c'était confortable là où on est alors que c'est pas notre place, bah on y resterait. C'est pas la bonne idée. L'univers il nous pousse à sortir de cette zone de confort. J'aimais beaucoup ce que tu disais dans la transformation. Tu disais des fois on est dans un fauteuil confortable mais c'est un cactus quoi. Enfin ça pique le cul. Et à un moment donné il faut bouger. C'est tout. Il y a un signal. Donc je dirais que si c'est inconfortable, si on est trop, si on n'est pas assez, si on, tu vois, on sait plus où se placer, si on manque d'estime de soi, bah, il faut aller dans un endroit où on va avoir de l'estime. Et être dans un endroit où on va nous accueillir et où les gens vont nous reconnaître, vont nous apprécier, vont savoir nous apprécier. Savoir aller là où on a vraiment sa place et arrêter d'essayer de persister là où ça fonctionne pas. Expérimenter, hein, expérimenter. Et ça demande du coup de prendre des risques. Ça demande forcément de prendre des risques. Je dirais que dans la vie, la pire chose qu'on puisse faire, c'est ne jamais prendre de risques. Mm. Oui. En fait, je l'entends de deux façons. Ne jamais prendre de risques. Il y a des personnes, alors certes, qui vont rester à leur place. Voilà. C'est un risque quand même. Voilà. Oui, Mais il y a des personnes aussi qui, à nos yeux, c'est vraiment qu'à nos yeux, prennent beaucoup de risques. Mais pour eux, en fait, oui, c'est devenu tellement normal ouais, de se challenger, voilà. Et c'est plus un risque, en fait. Parce que, 100%. euh, parce que, un peu comme les chats, ils savent qu'ils vont retomber sur leurs pattes. C'est 100% intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est aussi le fait de prendre le risque de l'engagement. 100%. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est bien une des points. En fait, je pense que rien n'est noir, rien n'est blanc. Il y a vraiment cette notion de on est à sa place, là où on est à sa place. Il n'y a pas de vérité absolue. Pour une chose que je vais dire à certaines personnes quand je vais travailler avec elles en coaching, je le dirai pas à d'autres personnes parce que c'est pas adapté à elles. Ce sera leur vérité à eux, enfin à ces personnes-là, mais ce sera pas la vérité de tout le monde. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y en a pas. Il y a que des points de vue, des opinions, des vécus, des expériences, et il faut accepter l'idée que bah on est tous différents. Et justement, c'est notre interdépendance qui fait une richesse. C'est parce qu'on est tous différents, parce qu'on est tous en mode, on a tous quelque chose de différent à apporter. Donc, si on est trop quelque chose ou pas assez quelque chose, bah, c'est juste qu'on n'a pas assez exploré. C'est tout. Moi, je me dis juste cette chose-là. C'est-à-dire que rester dans une situation où on est mal, oui, c'est une prise de risque aussi, mais c'est peut-être une prise de risque qui est plus grande que celle que d'explorer des choses nouvelles. On peut avoir des grosses surprises. Moi, j'ai eu plein de bonnes surprises à bouger, des fois mauvaises, comme tout le monde, hein. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Mais j'ai toujours appris des choses nouvelles et ça m'a toujours enrichi. Donc, à un moment donné, on y gagne toujours quelque chose. Et oui, ça nous fait. J'aime bien le terme grandir, mais c'est pas parce que on était petit, c'est simplement ça nous donne quelque chose de plus riche. De, Expansion. oui, Expansion. J'ai beaucoup aimé ton terme interpénétrabilité, ou je sais plus trop ce que tu as dit, parce que ça donnait aussi cette notion c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de possible. Hum, Habilité, c'est cette notion de possibilité. Moi, j'aime bien les néologismes qui, des fois, bousculent un peu la langue, parce que justement, c'est une façon d'introduire une autre notion de notre cerveau. Il entend ces choses-là. hum. Il y a cette possibilité oui, d'expansion. J'ai aussi le côté, allez, jouons avec les mots, le côté en fait un petit peu plus dense, tu vois, plus confortable. Et puis là, on peut regrandir et retester des choses. Voilà, je le vois comme ça. Et ben, ça J'aime ces passera mots. pas en audio, mais il faudra regarder la vidéo. Exactement, c'est pas grave. Elle aura fait des jolis gestes avec ses mains. Vous avez tout Voilà. raté. Mais en même temps, moi, j'ai un peu d'origine italienne. Je parle aussi avec mes mains, donc ça donne un peu le rythme qui va avec l'audio. Écoutez, si vous écoutez le podcast, venez regarder les vidéos, c'est plus drôle. Voilà. On a pris Tout le soin à en plus fait. d'être relativement présentable, donc normalement, Oui, 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 oui. Presque coiffé. presque.
En tout cas, je te remercie infiniment de cette invitation et de ce sujet parce que c'est un sujet passionnant et en plus, tu me fais démarrer ma journée. Je te jure, je n'accepte jamais les invitations le matin. C'est parce que le sujet Oh, est dis donc. passionné que je l'ai fait que pour toi. Pour Merci invitation en beaucoup. général le matin, je le fais pas, je suis pas matinale, mais je le faisais parce que le sujet il est passionnant et je savais que ça allait booster toute ma journée. Donc, je te remercie infiniment pour ce sujet. Écoute, merci beaucoup Martine, merci voilà pour tout ce qu'on s'est partagé, pour toute cette liberté autour du sujet. Donc, je vais terminer par une dernière question. Mhm, Si vraiment tu avais la possibilité d'avoir un parcours vraiment libre, à quoi il mhm. ressemblerait? Forcément, j'aurais été écrivain beaucoup plus tôt. Je pense que je suis très libre. Je pense que j'évolue dans une vie où je me sens extrêmement libre, extrêmement heureuse, extrêmement épanouie, que j'ai beaucoup de chance. Une chance incroyable sur le sujet. Donc, c'est difficile de répondre à cette question de si j'avais un parcours vraiment libre. Je dirais que si j'avais un parcours vraiment libre, je ne me poserais pas la question de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, ça reste encore une espèce de contrainte qui est difficile pour tout le monde et je fais partie de ces gens-là comme tout le monde. Il faut que je gagne ma vie et voilà. Mais et c'est là le problème. Je devrais pas être. Si j'étais vraiment libre, je gagnerais pas ma vie. Des choses viendraient à moi de façon, on va dire, spontanée. En tout cas, j'ai de quoi me nourrir, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai vraiment la base pour lequel on peut avoir de la gratitude. Je dirais que si j'étais vraiment libre, il y aurait plus cette contrainte de l'argent du tout. D'ailleurs, un des livres que j'ai écrit, j'ai choisi d'avoir la contrainte d'un univers où il n'y avait pas d'argent. Parce que j'avais envie d'imaginer ce monde justement dans lequel on ne vit que par des échanges et des trocs qui sont à la hauteur de ce qu'on considère avoir de la valeur. Et je trouvais ça très intéressant d'explorer ça dans un livre de fantasy tu vois, de casser cette barrière. Donc pour moi, ça reste une espèce de barrière importante. Puis la deuxième, je pense qu'il n'y aurait pas la contrainte du temps. Et j'ai fait la même chose dans ce livre, c'est-à-dire que c'est une perception du temps qui est relative. Il n'y a pas de mesure du temps en heures, en minutes, en secondes. Il y a une mesure du temps en fonction de la perception subjective qu'on en a, avec des notions de respiration. Donc, pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'argent. Je pense que je serais vraiment libre. Et toi? Écoute, écoute, moi, alors, c'est par rapport au temps, je te rejoins totalement. Quelque Hmm. chose de très souple Mhm. qui permette de vraiment utiliser son énergie pour des choses qui nous reboostent encore plus en énergie. De Mhm. vraiment axer ça et l'apprentissage. Moi, par exemple, là, actuellement, depuis une vingtaine d'années quand même déjà, je, Actuellement, quoi. voilà, actuellement, normal. Euh, je regarde vraiment le côté nutrition, neurosciences, tout ça, c'est un univers parallèle de ma vie. Et de temps en temps, en fait, ouais, j'ai cette contrainte de temps qui est là et qui me dit, oh, faut faire d'autres choses en parallèle. C'est pas marrant, quoi. Mm. Donc ouais. On aurait cette notion, bah, on en parlait, hein, physique quantique, espace courbe, le temps, voilà. Vraiment, il faut qu'ils s'y mettent un peu plus vite, nos physiciens, pour que notre perception des choses change par rapport à Je ça. peux te donner un truc si tu veux. Vas-y, dis. Allez, on va rentrer dans la zone spirituelle de... on va ouvrir les esprits, on va laisser les gens avec ça. Comme ça va les torturer un peu mentalement. Nous vivons dans un monde qui est un miroir à 360 degrés de nous-mêmes. Mais pas seulement. Les autres, c'est nous. Nous sommes les autres, c'est nous. Lorsque nous avons envie d'expérimenter quelque chose et que nous n'avons pas le temps de le faire, quelqu'un d'autre a le temps de le faire à notre place. Tout ce qu'il nous reste, c'est à nous connecter avec cette personne pour qu'elle nous partage son expérience et qu'elle nous fasse accélérer. Donc on n'est pas obligé de tout faire. Quand je dis je me sentirais plus libre, je pense que si j'avais plus de temps, ça veut dire que tout le monde aurait plus de temps. Et je me sentirais réellement heureuse que si tout le monde avait plus de temps et que si tout le monde avait un équilibre, on aurait à peu près les mêmes ressources en termes d'argent les uns les autres, on aurait une véritable équité là-dessus. Je pense que je serais très heureuse. J'ai pas besoin d'en avoir plus que les autres. On en a besoin d'en avoir plus que les autres parce qu'il y en a d'autres qui en ont plus que les autres. Et c'est ça où est le problème et qu'on crée les écarts. Donc, je dirais que si tu as besoin de plus de temps pour faire quelque chose, demande à une des âmes alentour ou des personnes alentour de passer ce temps et de t'apporter le fruit de ce temps qu'elle aura passé sur des choses sur lesquelles tu voudrais passer pour t'aider à accélérer.
Et voilà. Merci Voilà. beaucoup, Martine. Je t'en prie, merci à toi. Très belle continuation et voilà, Une très faisons-le. belle journée. Merci. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.